bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. L'UMP se déchire après son élimination de la législative partielle dans le Doubs. Nicolas Sarkozy appelle à dire non au Front National tout en refusant de donner une consigne de vote. On retrouvera en direct du siège du parti notre envoyé spécial Michael Zamès. Il nous dira comment s'est déroulé le bureau politique de l'UMP. L'arbitrage privé entre les États et les entreprises en débat au Sénat. Les communistes s'inquiètent des dégâts potentiels d'une justice délocalisée, comme le prévoit le traité transatlantique. Les explications dans ce journal. La rénovation urbaine est-elle à bout de souffle dans les banlieues après les attentats et avant la conférence de presse de François Hollande jeudi qui pourrait faire des annonces en faveur des quartiers défavorisés. Reportage à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine où le maire communiste mise sur l'innovation sociale. L'UMP à l'heure du choix face au Front National. Le bureau politique vient de se terminer et il devrait déterminer l'attitude adoptée pour le second tour de la législative partielle du Doubs dimanche prochain. On va tout de suite retrouver sur place en duplex Michael Zamès. Bonsoir Michael. Alors où en est-on des pourparlers ce soir ? Ah, ça prend un petit peu plus de temps, ça devait durer 1 heure, nous avait-on dit. Bon, voilà, ça va durer certainement un peu plus longtemps parce qu'il y a débat, forcément il y aura débat, non au Front National, liberté de vote pour les électeurs. C'est une synthèse en forme peut-être un peu acrobatique pour Nicolas Sarkozy, qui l'a déclaré ce matin devant le groupe parlementaire UMP à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Nicolas Sarkozy dans le rôle de la synthèse, dans le rôle du rassemblement à tout prix. Alors c'est vrai que certains ont été un petit peu surpris et ceux qu'on a rencontrés ici en arrivant nous disaient, nous on avait l'habitude d'entendre parler du Nini. C'était Jean-François Copé qui à l'époque avait lancé ça en 2011 lors des cantonales avec Nicolas Sarkozy. Et finalement, eh bien, Nicolas Sarkozy, il change. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un piège. Ce Nini se transformait en piège à chaque élection. Et pour éviter ce piège, eh bien, il a fallu inventer un nouvel exercice. Ça sera donc... On ne sait pas encore le nom, on va attendre un petit peu avant de savoir comment ils appelleront ça. Ce sera une forme de Nini. Mais évidemment, à force de vouloir rassembler, il y a un piège, c'est-à-dire que Alain Juppé a senti qu'en 48 heures, il devait aussi se déclarer. Et cette position un peu minoritaire au sein de l'UMP, qui a favorisé Alain Juppé, est notamment de voter pour le Parti socialiste en cas de duel face au Front National. Une position partagée par la numéro 2 aussi de l'UMP, c'est évidemment un signe de fracture au sein de l'UMP. Ce signe de fracture, il va se voir de plus en plus. C'est une forme de fracture idéologique qui est en train ici de se former au sein de ce parti. Fracture qui, on le sent, va peser énormément au cours des prochaines semaines, peut-être même jusqu'aux élections départementales. Comment réagiront les adhérents, les militants, les électeurs de l'UMP après toutes ces déclarations? Les élections départementales seront un véritable test. Et puis on ne va pas se le cacher, il faut vraiment dire les choses. Alain Juppé a lancé les hostilités 2016, c'est plus dans les états d'esprit, c'est plus dans la tête. Ça y est, c'est lancé. Merci Michael et on reviendra vers vous dès que ce bureau politique sera terminé. Et dans ce contexte de dissensions internes, la mise en examen de l'ex-patron de l'UMP, Jean-François Copé, pour abus de confiance dans l'enquête sur les pénalités infligées à Nicolas Sarkozy après la présidentielle de 2012 apparaît comme un nouveau coup dur. Il s'agit de la seconde mise en examen dans ce dossier. Le rappel des faits, Pauline Dame. Tribunal de grande instance de Paris. Peu après 9 h, il arrive accompagné de ses avocats. Jean-François Copé, député maire de Meaux, vient se défendre auprès des juges financiers. Deuxième mise en examen dans cette affaire, après celle de l'ex-trésorière de l'UMP, Catherine Vautrin, pour abus de confiance. À l'origine de cette affaire, le rejet des comptes de campagne 2012 de Nicolas Sarkozy par le Conseil constitutionnel. En dehors des sanctions infligées à l'UMP, des pénalités devaient être payées par l'ex-candidat lui-même. Près de 400 000 € au total. Mais Nicolas Sarkozy avait finalement fait supporter cette amende à son parti avant de la régler lui-même en décembre dernier. Jean-François Copé présidait alors le mouvement. Son avocat dénonce une erreur de droit. M. Copé vient d'être mis en examen, mais il a pleinement assumé la prise en charge par l'UMP de toutes les conséquences financières de la décision du Conseil constitutionnel à la suite du Sarkoton. Il y a un problème d'appréciation juridique. Nous sommes en parfait désaccord avec les magistrats instructeurs sur le fait que le paiement de ces sommes constituerait un abus de confiance. Cette audition intervient 10 jours seulement après les perquisitions qui ont visé les bureaux et le domicile de l'ex-patron de l'UMP, dans le cadre cette fois-ci de l'affaire Big Malion.
Le groupe UMP du Sénat était quant à lui réuni en séminaire. Les sénateurs de la majorité réfléchissent à une réforme de la gouvernance du Sénat et des méthodes de travail. Si des annonces doivent être faites le 11 mars prochain par Gérard Larcher, le président du Sénat, des pistes sont déjà à l'étude, comme nous l'expliquent Bruno Retailleau et Fabienne Keller au micro de Nathalie Guilloire. Il faut vraiment rendre conforme le Sénat que l'on connaît avec l'image qu'en ont les gens. Donc ça passe aussi bien sûr par une modernisation de l'ensemble de pratiques. Il y aura des propositions et elles seront fortes. Il n'est pas question de n'avoir que des demi-mesures. Des travaux sur la présence, les modalités de travail pour être plus efficaces, sur le déroulé de la séance publique aussi qui est parfois bien longue. Autant de sujets sur lesquels il nous faut faire des propositions concrètes. Les Français l'attendent. Et sur la question de la réserve parlementaire, voyez la réaction de Jean-Vincent Placé, le président du groupe écologiste au Sénat. Il était l'invité de Preuve par 3, on l'écoute. Très sincèrement, à titre personnel, et je le dis d'ailleurs aux collègues, ça nous crée aujourd'hui en termes d'image plus d'embrouille qu'autre chose. Et puis oui, franchement, pourquoi a-t-on une réserve et pour dire on donne à telle collectivité, à telle association, ça paraît complètement décalé en 2015 par rapport à la transparence et l'éthique d'attribution et critérisation. Alors nous, on dit on est éthique et on fait des critérisations, mais la vie politique, ça ne peut pas être de faire confiance uniquement à la personne. C'est logique qu'il y ait des réglementations. Émission à revoir en intégralité sur notre antenne ce soir à partir de 22h45. Et pour en savoir plus sur cette nouvelle gouvernance du Sénat, la première partie de l'enquête de François Vignal est à lire sur publicsénat.fr. En attendant la suite demain. Et on reste au Sénat où une proposition de résolution était débattue à l'initiative des communistes. Ils mettent en garde contre un des effets du traité TAFTA sur les accords commerciaux entre l'Union européenne et les États-Unis. Dans le collimateur des sénateurs, le règlement des litiges entre entreprises et États. Faustine Saint-Geniès. Ces 4 lettres vont bientôt changer votre quotidien. PTCI, Partenariat transatlantique sur le commerce et l'investissement. En anglais TTIP ou TAFTA, un acronyme qui ne vous dit peut-être rien, et pourtant c'est un accord de libre-échange majeur en cours de négociation entre les États-Unis et l'Union européenne. Cet accord prévoit entre autres un mécanisme d'arbitrage en cas de différend entre un État signataire et une entreprise qui s'estime lésée par une prise de décision de cet État. Par exemple, si demain la France durcit sa politique en matière de tabac, elle pourra être attaquée par l'un des cigarettiers, comme ce fut le cas pour l'Australie, attaquée par Philip Morris pour avoir instauré un paquet neutre, sans logo et sans marque. Un système dangereux pour le sénateur Michel Billoux, co-auteur d'une proposition de résolution à ce sujet. Les États sont ainsi menacés de sanctions financières massives pour des décisions d'ordre sanitaire, social ou environnemental. Cette pression exercée sur eux risque de les dissuader de légiférer. Les sénateurs proposent notamment d'encadrer cette procédure d'arbitrage et de demander que l'accord transatlantique préserve les acquis des États membres en matière sociale, environnementale et sanitaire. Une demande saluée par le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur. Il n'est pas acceptable que des juridictions privées, saisies par des entreprises multinationales, puissent remettre en cause des décisions démocratiques d'États souverains. Cette proposition de résolution permet d'exprimer l'avis du Sénat, mais n'a pas de valeur de contrainte. L'agression de 3 militaires à Nice, la section antiterroriste du parquet de Paris est saisie de l'enquête. Les 3 hommes étaient en faction devant un centre communautaire juif lorsqu'ils ont été agressés au couteau par un homme qui a été interpellé dans la foulée. Il avait été reconduit à la frontière la semaine dernière par les autorités turques et entendu à son retour par la DGSI. Ce soir, un 2e homme a été interpellé et François Hollande avait bien promis que toute la lumière serait faite sur cet acte criminel. Du 109 à la tête de la CGT avec l'élection de Philippe Martinez, le successeur de Thierry Lepan, démissionnaire en janvier. Il a été élu à la quasi-unanimité, recueillant 93,4% des voix. Une élection qui doit mettre un terme à la plus grave crise traversée pendant 3 mois par le premier syndicat français. La Fondation Abbé Pierre dénonce 20 ans d'échec de la politique du logement. À l'occasion de la présentation de son rapport, le constat sur le mal-logement est implacable. Samia Déchir. Année après année, les chiffres n'en finissent plus de grimper. En 2015, la France compte désormais 3,5 millions de personnes mal logées. Pour la publication de son 20e rapport, la Fondation Abbé Pierre tire la sonnette d'alarme.
Depuis 2001, le nombre de personnes sans domicile a doublé. Le SAMU social n'arrive plus à faire face. En 2013-2014, plus de 40% des demandes d'hébergement d'urgence sont restées sans réponse. Le mal-logement touche désormais de plus en plus de jeunes et de familles avec enfants. Un public qui progresse plus vite que l'offre de logements sociaux. En 2006, 1,2 million de demandes restaient en attente contre 1,8 million en 2014. Un échec dénoncé par la Fondation Abbé Pierre qui appelle à repenser de manière urgente la politique du logement. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Après les attentats, la banlieue refuse d'être stigmatisée. Le maire communiste de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, ville où a été inhumé un des frères Kouachi, a décidé d'ouvrir ses portes aux médias. Objectif, changer le regard sur cette commune pionnière en matière de rénovation urbaine. Notre journaliste Paul Bouffard a répondu à son invitation au reportage. Dans la presse, une annonce. L'appel d'un maire aux journalistes. Sa ville, populaire et fière de l'être comme il le dit, n'est pas seulement la ville d'un des frères Kouachi, le terroriste. Dans son appel, le maire nous invite à venir voir Gennevilliers, un lieu d'innovation sociale selon Patrice Leclerc. Alors, on a répondu à l'appel. Les médias et notamment les télévisions viennent souvent dans les villes populaires dans des moments extraordinaires et souvent négatifs dans des faits divers. Et je trouve que ça devient humiliant, stigmatisant pour les populations. Et j'ai voulu alerter sur ce traitement normal des médias. Et je voudrais qu'ils traitent la vie normale des gens aussi, des couches populaires qui vivent à Gennevilliers ou dans d'autres villes et qui réalisent des choses extraordinaires au quotidien, qui développent de la solidarité, qui vivent dans la culture. Faut dire qu'à Gennevilliers, on est en chantier. La ville se rénove et le maire tient à nous montrer son tout nouvel éco-quartier. Un quartier qui a vu le jour grâce à une ambition nationale vieille de 30 ans, la politique de la ville. Ça nous permet d'améliorer la vie des habitants en améliorant leurs conditions de logement, en améliorant leurs espaces et leur environnement. Et c'est bien ressenti par les habitants. Ça travaille aussi sur la dignité, sur le fait qu'on n'a pas honte de son bâtiment, on n'a pas honte d'inviter des amis. Et que malgré les difficultés de la vie, on peut vivre dans un cadre de vie agréable. En banlieue, on a le droit au beau et c'est ce que nous revendiquons ici. Gennevilliers, une des premières villes qui a bénéficié de cette politique dite de revalorisation des zones urbaines. 1982, ça commence dans le quartier des Grésillons. Alors là, on est dans le quartier des Grésillons de Gennevilliers, qui est un des 15 premiers quartiers qui a été politique de la ville. Alain Bourgarel s'en souvient bien. Père du système des ZEP en France, il habite Gennevilliers depuis 50 ans. Ça prend du temps, mais la politique de la ville est indispensable selon lui. Je crois que la politique de la ville permet de repérer ces quartiers qui sont assommés de difficultés et de leur donner leur permettre d'établir un projet et ensuite de réaliser ce projet. L'observateur n'est pas dupe, il le sait. Rénover ne suffit pas. Il faut aussi accompagner la jeunesse vers l'emploi notamment. Dans le quartier du Luth, à quelques minutes de là, le chômage des jeunes atteint 25% de la population. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat avec nos invités ce soir. Valérie Létard, bonsoir, ancienne ministre, sénatrice UDUC du Nord. Vous avez été reçue par François Hollande il y a quelques jours sur cette question des politiques de rénovation urbaine et des banlieues. On va y venir dans un instant avec nous. Également sur ce plateau, Esther Benbassa, bonsoir, sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne. Merci d'être avec nous. Et Philippe Dallier, sénateur UMP de la Seine-Saint-Denis. Merci d'être sur ce plateau. Valérie Létard, peut-être une réaction à ce qu'on vient de voir à Gennevilliers. Il y a quand même des endroits où la politique de la ville fonctionne, elle n'est pas en échec sur tout le territoire. Mais je pense que quand on parle de politique de la ville, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect qui s'appelle la rénovation urbaine, c'est-à-dire ce qu'on a fait sur le bâti. On a refait complètement des quartiers de part en part grâce à l'ANRU, qui est une politique qui avait été initiée par Jean-Louis Borloo. On s'est attaqué massivement, on a refait des écoles, des équipements sociaux, on a refait l'espace public, on a refait les logements. Comme on l'a dit tout à l'heure, chacun a droit à la dignité, a droit à un logement décent et on ne peut reconstruire un quartier de ville à part entière que si on a traité cette question. Après, il faut s'attaquer à l'humain, aux gens qui sont dans ces quartiers. Et cela passe vraiment aussi par une réflexion sur comment amener de la mixité sociale. Sujet sur lequel nous sommes encore trop en panne aujourd'hui. C'est quelque chose que nous avons tous partagé.
avec le président de la République qui a entendu un certain nombre de témoignages élus de toute sensibilité qui lui disaient bien qu'aujourd'hui, un gros travail a été mené dans le cadre de l'ANRU. Il faut maintenant qu'on s'attaque justement à cette évolution, à cet accompagnement progressif pour faire en sorte qu'on ne continue pas parce qu'on n'est pas assez attentif à la façon dont on attribue des logements pour y remettre un peu toutes les catégories sociales. Continuer à faire cet effort et surtout changer notre pratique. Esther Benbassa, Valérie Létard dit qu'on a oublié l'humain dans ces politiques de la ville. Je rappelle que le premier plan banlieue a été lancé par Jacques Barrot, ministre de Valéry Giscard d'Estaing. C'était en 1977. Il a été suivi par 9 autres jusqu'à celui de Jean-Marc Ayrault en décembre 2013. Et pourtant, ça ne fonctionne pas, cette politique de la ville. Ça ne fonctionne pas parce qu'on ne s'attarde pas assez sur l'humain. Aujourd'hui, on constate des choses sans les avoir mesurées. C'est pour ça, dans le rapport que nous avons fait avec Jean-René Le Cerf, nous avons proposé d'établir une case dans le recensement tous les 5 ans pour connaître le lieu de naissance des parents et la nationalité antérieure de la personne. Voilà, c'est comme si des statistiques ethniques, hein, c'est ce que non, vous c'est pas des statistiques ethniques, parce que quand on parle de statistiques ethniques, immédiatement il y a polémique et on surfe sur le sujet sans trouver une solution. On demande de réfléchir. C'est comme lorsque vous allez chez un médecin, s'il ne diagnostique pas la maladie, il peut pas vous donner des remèdes. Et là, c'est la même chose. On ne sait pas qu'est-ce qui est discriminé, quelles sont les chances de réussite, est-ce qu'il y a un plafond de verre, et même si les statistiques ethniques se font déjà à l'INED et ailleurs, il y a le projet Théo, ce sont des statistiques ethniques, mais on ne veut pas entendre ce mot. Vous savez, on peut faire des statistiques ethniques dans un temps limité. Enfin, on ne veut pas entendre des statistiques ethniques parce qu'il faut remédier aux réalités pas toujours très positives. À ce moment-là, on a peur de faire des actions du genre discrimination positive, un mot que j'aime pas, on discrimine jamais positivement les gens. Mais aux États-Unis, la positive action a aidé les gens à avancer. Il y a eu des dérives. Mais ici, on ne veut absolument pas... bien peut-être les origines des personnes qui vivent dans les banlieues pour qu'est-ce qu'il leur arrive? favoriser la mixité sociale et mieux prendre en compte l'humain. Je pense que ça, c'est une vraie question. Le Premier ministre a parlé de politique de peuplement. Ça, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, nous sommes très mauvais là-dessus. Maintenant, moi, je suis heureux de découvrir un reportage qui parle un peu de ce qui va bien. Parce qu'on a toujours l'impression que dans les banlieues, tout va de travers. Il y a des choses qui ont été extrêmement positives. Valérie Létard l'a rappelé, ce que Jean-Louis Borloo a initié avec l'ANRU, les 40 milliards que ça a représenté ont transformé beaucoup de quartiers, le bâti de ces quartiers. Par contre, ce qu'il faut aussi voir, c'est que où nous sommes très en difficulté et où nous ne sommes pas bons, c'est à mon avis dans ces quartiers, sur l'école et notamment sur l'école primaire. On recevait Jacques Attali tout à l'heure lors d'une commission, on a beaucoup parlé de ça. En France, nous dit-il, on dépense 25% de moins par gamin à l'école primaire qu'ailleurs. C'est différent après dans le secondaire et dans le supérieur, mais 25% de moins. Et pourtant, dans ces quartiers-là, on sait bien que si ça se passe mal à la maternelle et au primaire, c'est pas tout le temps fichu, mais c'est très difficile à rattraper. Et lorsque la crise se rajoute là-dessus, parce que nous vivons une crise très dure avec un chômage qui est très difficile, eh bien ces jeunes qui sont sortis du système scolaire sans formation véritable, ils sont paumés. Et c'est ça qui ne va pas. Je pense qu'il faut repenser l'école dans ces quartiers. Et puis il faut aussi s'attaquer à l'économie souterraine, parce que ça c'est une grosse difficulté. Et même dans des quartiers qui ont été rénovés, on a un développement de l'économie souterraine avec tous les problèmes que ça pose. Donc il y a des choses qui vont mieux, des quartiers sont transformés, mais il y a des politiques sur lesquelles nous sommes en échec. Et il est grand temps de se reposer la question. Là, sur les zones d'éducation prioritaire, il y a eu une réforme avec des conséquences. On veut concentrer les moyens, c'est bien, mais on fait sortir un certain nombre d'écoles dans ces quartiers, des quartiers qui sont entre deux et qui ne sont pas encore sortis. Et ça pose vraiment des problèmes. La politique de peuplement, en clair, il s'agit peut-être alors de casser les concentrations ethniques qui sont liées à la pauvreté des populations. Alors ça, on n'est pas bon là-dessus. C'est pas que la concentration ethnique, vous savez. Moi, j'ai des quartiers complets sur lesquels j'ai des problèmes de mixité socio-économique. Moi, j'ai des quartiers où malheureusement, j'ai aussi des populations qui sont
issues de l'immigration pour certaines, mais aussi pour beaucoup des populations qu'on appelait des populations du quart-monde, c'est-à-dire dans l'extrême précarité, français de souche, comme on a des populations issues de l'immigration dans le Nord, c'est très particulier. Nous avons les deux publics. La question, elle est autant... la mixité, c'est attention d'avoir un quartier comme un quartier classique d'une ville dans laquelle on peut trouver toutes les sociologies. Alors certainement, nous n'aurons pas des cadres supérieurs demain dans ces quartiers. On peut avoir des salariés qui démarrent dans la vie, des jeunes enseignants. On peut avoir un peu d'accession à la propriété, accession sociale à la propriété. On peut essayer de mixer, avoir des gens d'origine étrangère. On peut avoir des gens français de souche, de tout niveau. Et c'est là où on n'est pas bon aujourd'hui, parce qu'on n'a pas pris le taureau par les cornes. Et que quand, dans un quartier, j'ai des quartiers très en difficulté dans mon territoire, quand un logement se libère, eh bien, systématiquement, trop de bailleurs, à l'échelle départementale, ont tendance à les remplacer par des gens encore plus en difficulté, au lieu de remettre cette mixité. Qui vont avoir tendance à concentrer oui, mais il y a aussi... et de l'État aussi. Elle est collective, la responsabilité. Esther Benbassa. Oui, nous constatons tout ça, d'accord ? Qu'est-ce que nous faisons ? Voilà, alors je reviens de nouveau sur ce que j'ai dit, c'est pas une obsession, mais il faut aussi qu'on sache que tout le monde n'est pas pauvre, que tous les descendants d'immigrés ne sont pas pauvres, qu'il y a une classe moyenne qui s'est formée et qui quitte ces quartiers. Voilà. Et puis l'école, le décrochage scolaire. On veut maintenant faire de l'école une sorte de caserne, mais c'est pas avec cela qu'on va régler les problèmes. Tous, on a été des enseignants, on sait qu'il y a des vrais problèmes de décrochage scolaire et qu'on n'arrive pas à trouver des solutions adéquates. On ne sait pas combien d'enfants échouent à l'école. On voudrait le savoir parce que ça nous permettrait de prendre les devants dans certains quartiers. Ces écoles Le ministère de l'Éducation nationale le dit. Elles sont libres. Ces écoles, dans ces écoles, il n'y a plus de mixité, disons la vérité. Et les parents issus de l'immigration mettent leurs enfants dans des écoles des Saint-Nicolas, je sais pas, des écoles chrétiennes, lorsqu'ils ont un peu d'argent, et ces collèges sont désertés par la population. Tous les bords politiques sont unanimes pour dresser ce constat. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Doit peut-être faire des annonces jeudi lors de sa conférence de presse à l'Élysée. Qu'attendez-vous du chef de l'État sur cette question des banlieues et de la politique écoutez, on verra de quels moyens il dispose, mais moi je pense que la priorité c'est l'école et l'école primaire, la priorité absolue. Après, il faut bien avoir conscience qu'au fil du temps, vous savez, moi j'ai 52 ans, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai vu l'évolution. La mixité sociale a régressé dans ce département et très sévèrement dans de nombreux quartiers, très très sévèrement. Donc si on ne s'attaque pas aussi à ce problème, et si on continue à concentrer les populations les plus pauvres et les primo-arrivants, parce qu'effectivement, si vous avez des territoires qui concentrent les primo-arrivants, si vous voulez, on n'en sort jamais, on n'en sort jamais. Et donc c'est un problème immense qui doit être traité à la bonne échelle. Moi, si je plaide pour le Grand Paris, je sais pourquoi. Parce que la Seine-Saint-Denis, seule dans son coin, elle n'en sortira pas. Il faut réfléchir à la bonne échelle. Commune, certainement pas. Intercommunalité, à quelle taille? Métropole, très certainement. Mais ça suppose aussi une prise de conscience de l'ensemble des élus et que certains ne disent pas « non, attendez, gérez vos problèmes et puis ne vous embêtez pas avec ça ». Voilà, ça c'est une vérité aussi qui concerne la droite et la gauche et il faut que tout le monde l'entende. Ce que Philippe Dallier a dit est tout à fait juste et c'est un des messages que nous avons livrés communément et là aussi de tous bords, c'est que vraiment... Pour attaquer ce sujet, ça ne peut pas se faire aux frontières d'une commune. C'est impossible d'organiser la mixité tout seul. Ça se fait sur un travail de longue haleine où les communes, les intercommunalités, les bailleurs et l'État travaillent main dans la main. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs tuyaux qui amènent des populations de façon non concertée sur les territoires. Et après, on constate des difficultés. Or, l'école, et Philippe a raison, l'école, c'est là qu'on peut trouver des solutions. C'est là qu'on prépare le démarrage de la vie d'un jeune et qu'on construit sa vie d'adulte. Or, quand dans un quartier, on n'a pas cette mixité, dans la classe, on n'a pas la mixité, je ne parle pas d'origine, juste vous concentrez des difficultés humaines dans un endroit, les enfants arrivent avec les difficultés de la maison, et quand vous avez 60% des enfants qui sont en difficulté dans une classe, comment une institutrice peut accompagner individuellement 60% des enfants à réussir le démarrage à l'école? Donc on voit bien que si on traite la mixité, on traite le problème de l'école aussi. En attendant, il faut mettre le paquet, il faut la réussite éducative, il faut multiplier les moyens, et les services publics de l'État doivent réinvestir les quartiers, car aujourd'hui,
l'absence de services publics pourrait être très inquiétant par rapport au phénomène que nous connaissons. La nature a horreur du vide. La République doit venir dans les quartiers et dans les territoires. Je voudrais ajouter que l'école, ce n'est pas suffisant. Ça fait des années qu'on parle de ce qui se passe. Bon, oui, d'accord. Laissez-moi parler. L'école ne peut pas tout. Allez-y, bon, on parle depuis des années, mais on a vraiment zappé sur cette question. Mais il faut aider les entreprises qui s'installent dans ces quartiers. Il faut régler le problème du chômage. Vous parlez de l'économie alternative. Écoutez, je vais vous dire, demain, je vais parler de la loi sur le cannabis. L'économie alternative, si vous l'enlevez, il y a d'autres familles encore qui vont rester sans boulot. Il faut vraiment gérer le problème du chômage. Il y a 40% de chômage dans la plupart des banlieues et parmi les jeunes. C'est pas seulement l'école, c'est aussi que quand vous vous appelez Mohamed, c'est plus difficile d'avoir un travail, vous êtes fouillé sans arrêt, vous n'avez pas les manières pour réussir. Il y a plein de choses à voir. Et vous n'arrivez... Monsieur, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Alors, il ne faut pas laisser tout aux enseignants. Qu'attendez-vous du chef de l'État? On sait qu'il doit moi, se j'attends du chef de sur cette question des banlieues. Qu'il prenne en considération ce que nous avons dit depuis des années dans les associations. Nous nous sommes battus dans les banlieues, les transports, voir le problème des transports qui aide à trouver du travail. Il y a des banlieues entièrement coupées du périphérique autour de Paris. Il faut prendre un autobus pour arriver au centre et donner, si vous voulez, aider aussi financièrement ces jeunes au départ pour le financement de leur transport, parce que les cartes coûtent très cher. Rapidement, maintenant, Philippe nous aurons au terme de ce débat. Tout ça, c'est très bien. Mais si les jeunes en question ne sortent pas du système scolaire avec une formation et ne sont pas employables pour une entreprise, tout ça ne servira à rien. Il ne suffit pas d'avoir un transport. Les entreprises, elles recrutent des gens qui sont formés pour un boulot. Monsieur, vous avez déjà enseigné un jour? Non, je n'enseigne pas. Vous connaissez l'orientation scolaire? Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez orienté tout le monde dans des métiers sans avenir. Mais sans avenir, écoutez, il y a des paquets de métiers pour lesquels on ne trouve personne dans ce pays. C'est quand même étonnant. Il faut se poser des questions. Merci Philippe Dallier. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de ce 24 heures Sénat. Avant de terminer cette édition, on va tout de suite repartir rue de Vaugirard au siège de l'UMP où nous attend Mickaël Zamès, notre journaliste. Alors est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ce bureau politique qui se déroule en ce moment, Mickaël? Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de fumée blanche. Ça, c'est une nouvelle et c'est une information. Donc ça veut dire surtout que les débats durent, et les débats sont très durs visiblement, entre les pros du Nini et ceux qui sont plutôt favorables aux pistes lancées par Nicolas Sarkozy ce matin, et à ceux d'Alain Juppé, évidemment, qui étaient minoritaires, mais qui sont quand même visibles au sein du bureau politique. On sait par des SMS échangés avec les personnes qui sont à l'intérieur de ce bureau politique que Nicolas Sarkozy a lancé une main tendue vers Alain Juppé. Toujours cette idée de la synthèse, du rassemblement, de ne se fâcher avec personne. Alors on attend évidemment ce communiqué, de savoir exactement quelle sera la position de l'UMP. Ce qu'on sait simplement, c'est que ceux qui veulent le Nini, c'est cette position prônée par Jean-François Copé depuis 2011, se font entendre et ne veulent pas en rester là. Ça veut dire aussi que les lignes de fracture au sein de l'UMP sont de plus en plus visibles. Merci beaucoup, Mickaël. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22 h, vous retrouvez Sonia Mabrouk et ses invités. Très bonne soirée et à demain.